Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'aventure au cœur d'un univers narratif assez fascinant, je trouve. Très dense, très captivant. Oui, tout à fait. On le découvre à travers une série d'extraits de textes. Ça s'entrecroise, c'est plein de suspense, de danger, et puis des personnages mémorables. Hmm. Ces documents qu'on a pu consulter, ils dessinent vraiment un monde où le drame, il côtoie le mystère en permanence. Les apparences sont souvent trompeuses, c'est clair. Ah, ça oui. C'est une vraie immersion dans une mécanique narrative qui semble vraiment conçue pour nous tenir en haleine, quoi. À chaque instant. Absolument. Et notre objectif aujourd'hui, c'est important de le dire, ce n'est pas de démêler toute l'intrigue. On va rien dévoyer des événements spécifiques. Non, non, surtout pas. L'idée, c'est plutôt de cerner l'essence de cet univers. Quelle atmosphère générale s'en dégage? Quels sont les grands types de personnages qui le peuplent et qu'est-ce qu'ils incarnent? Oui, Quels sont les thèmes forts qui ressortent? Et puis, bien sûr, le style. Ce style si particulier qui façonne l'expérience de lecture. d'accord. Ce qui est fascinant ici, je trouve, c'est vraiment de voir comment ces fragments, mis bout à bout, construisent un monde cohérent et immédiatement prenant. Alors justement, commençons par ça, par cette atmosphère. Ce qui me frappe, moi, d'emblée, c'est une tension. Une tension quasi constante. On sent le danger partout. Oui, On parle des bandits du rail, de faux monnayeurs, il y a des meurtres, des enlèvements. C'est un climat d'insécurité permanent, j'ai l'impression. oui, tout à fait. Cette tension, c'est un moteur essentiel du récit. Et elle est nourrie par un suspense qui est là tout le temps, omniprésent. Hmm. Les extraits suggèrent une structure très rythmée, en fait, avec des révélations qui arrivent au compte-gouttes, des rebondissements très fréquents, des situations qui s'arrêtent souvent à un moment critique. Oui, le cliffhanger. Exactement. On pense par exemple à la fuite spectaculaire de Farog, ou bien aux poursuites de Mirabel qui n'en finissent pas, ou encore à la manière dont Estelle petit à petit dévoile ses secrets. C'est très maîtrisé. On sent bien cette structure que vous décrivez, c'est presque ouais, comme si c'était fait pour être lu par épisode, avec toujours cette envie de savoir la suite. C'est ça. Est-ce que ça nous donne déjà une idée du type d'histoires qui sont racontées là-dedans? Le genre? Tout à fait. On est clairement dans un mélange des genres et c'est ça qui est intéressant, c'est très habile. Il y a une forte composante de romans policiers, ça c'est sûr, des enquêtes, des déductions, des figures d'enquêteurs comme Luc Mirabel ou l'inspecteur Baudouin. Mais on bascule aussi très vite et parfois dans la même scène dans le thriller criminel. Ah oui, Oui, avec des antagonistes qui sont souvent charismatiques, même s'ils sont dangereux, comme ce Farog ou le docteur Sophronyme, et puis des organisations secrètes. Et il y a aussi un côté plus sentimental, non? Mélodramatique. Oui, impossible d'ignorer cette dimension mélodramatique. Elle est très présente. Des histoires d'amour compliquées, voire dangereuses, comme entre Gouvieux et Simone. Mhm. Des héroïnes qui sont confrontées à des choix déchirants, des destins brisés ou en tout cas menacés. C'est un ressort important aussi. Et les décors. J'ai noté Paris, Lyon, des lieux précis comme l'impasse du Rouet avenue de Messine, la gare de Perrache. Est-ce que ce sont juste des toiles de fond ou est-ce qu'ils jouent un rôle plus actif? Non, je crois qu'ils sont loin d'être juste des toiles de fond. Ces décors urbains, ils sont décrits avec assez de détails pour créer une atmosphère spécifique. Souvent une atmosphère un peu labyrinthique, parfois inquiétante. Comme l'impasse du Rouet, vous disiez? Exactement. Ou les passages secrets que découvre Martin Major chez les Panatella. Et puis, il y a les lieux de transit, la gare, le train qui est attaqué. Ah oui, l'attaque du train, c'est un moment clé apparemment. Oui, ces lieux de transit sont des espaces privilégiés pour le drame, pour l'action. Ils concentrent les personnages, les dangers. Tout ça, ça contribue à ancrer ce monde de fiction dans une réalité qui nous parle, tout en renforçant le sentiment d'oppression ou de mystère. C'est une technique classique, mais terriblement efficace pour immerger le lecteur. C'est très clair. Alors, si on passe aux personnages maintenant, ils peuplent cet univers et ils semblent très marqués, parfois presque archétypaux. On pourrait peut-être essayer de les regrouper. Il y a d'abord des figures féminines centrales qui semblent souvent un peu prises au piège. Oui, les héroïnes sont vraiment frappantes dans ces extraits. Prenez Estelle par exemple. Sa description initiale insiste sur sa grâce, presque sa timidité. Oui, souple, fine, mince. Voilà. Mais ensuite, on la voit traverser un traumatisme intense après l'attaque du train, et puis elle fait preuve d'une résilience assez remarquable. Elle adopte une fausse identité, Berthe Viro, Ah oui, c'est vrai. et elle devient une actrice clé dans la résolution des mystères. C'est un personnage qui évolue beaucoup, de victime apparente à une figure vraiment stratégique. Et Simone Perret aussi, elle est intéressante dans ce registre. Elle est tiraillée,
entre sa répulsion pour ce sinistre docteur Sophronyme Mhm. et puis ses sentiments naissants pour Gouvieux. Tout ça en étant poussée à jouer un rôle qu'elle refuse. On sent bien son dilemme moral dans ses pensées. Exactement. Et ces personnages féminins, comme Yvonne aussi, cette jeune femme mystérieuse, un peu une fleur éclose dans l'infamie, comme c'est dit. C'est une belle formule, ça. Oui, ou même la duchesse de Maubois, qui n'est pas juste une victime passive du vol dans le train, elle mène sa propre enquête. Toutes ces femmes incarnent souvent une forme de vulnérabilité au départ, mais aussi une force intérieure, une capacité à naviguer dans ce monde hostile. Elles sont rarement passives en fait. Elles sont au cœur des enjeux, des secrets. Voilà, au cœur des enjeux moraux et des secrets. Les antagonistes, ils ne manquent pas de charisme non plus, même dans leur noirceur. Farog, par exemple. Il semble être une figure centrale du mal, non? Ah, Farog, oui, c'est l'archétype du cerveau criminel. Il est maître du déguisement. On apprend qu'il se fait passer pour Henri Mazille. C'est un manipulateur, un chef de bande. Et il s'échappe tout le temps. Exactement. Sa capacité à échapper à la justice, son évasion ou son faux suicide, spectaculaire, sa cicatrice distinctive, tout ça contribue à en faire une figure presque légendaire dans cet univers. Il représente une menace insaisissable, polymorphe. Et il n'est pas seul à incarner le mal. Ce docteur Sophronyme, le docteur noir, son visage décrit comme dur, irrité, impérieux. Il fait froid dans le dos, lui aussi, mais différemment. Précisément. Sophronyme, c'est une autre facette du mal, peut-être plus insidieuse. La manipulation psychologique, l'utilisation de la science ou de la médecine à des fins criminelles, la cupidité froide. Hmm. Et puis, il y a le couple Panatellas, vivant dans le luxe mais trempant dans la fausse monnaie, et l'avocat véreux, maître d'Orenthal, qui utilise sa position pour aider les criminels. Oui, on le voit, complice. Tout à fait. Ça nous donne un tableau assez complet d'une criminalité organisée, infiltrée à différents niveaux de la société. Mais ce qui est intéressant, c'est que même ces antagonistes ne sont pas monolithiques. Ils ont leurs propres secrets, leurs failles, des motivations parfois complexes. Et ce thème du secret, de l'identité cachée, ça semble vraiment être un fil rouge chez les méchants, mais pas seulement. Parce que les gentils aussi utilisent des masques, finalement. Ah mais complètement. C'est un des thèmes transversaux les plus forts de cet univers, je pense. Luc Mirabel, le détective principal, le héros en quelque sorte, il est lui aussi un maître du déguisement. C'est vrai, il se fait passer pour un électricien, un notaire, même un mendiant. Voilà, il utilise des codes secrets, des signaux lumineux. L'identité, c'est une arme, autant pour les criminels que pour ceux qui les combattent. Martin Major, le jeune détective, il s'infiltre sous une fausse identité, Lucien Beaupré. Et Estelle aussi, avec son alias Berthe Viraud. Exactement. On est vraiment dans un monde où personne n'est tout à fait ce qu'il paraît être. Le masque, qu'il soit littéral ou figuré, il est omniprésent. Donc, au-delà des archétypes un peu classiques du héros et du méchant, c'est peut-être ce jeu constant sur l'identité et le secret qui définit le mieux ces personnages. Je crois que c'est une clé de lecture essentielle, oui. La lutte, ce n'est pas seulement une lutte physique ou morale. C'est aussi une lutte pour percer les secrets, pour démasquer les impostures, pour comprendre les vraies motivations derrière les apparences. Tous ces passages secrets, les messages codés, les fausses identités, les relations cachées. Voilà, tout converge vers cette idée que la vérité est enfouie, difficile d'accès. Et c'est ça qui rend ces personnages et leurs interactions si captivants. On essaye constamment de démêler le vrai du faux, en même temps que les enquêteurs eux-mêmes en fait. Parlons un peu du style maintenant, de la façon dont l'histoire est racontée. J'ai remarqué que les descriptions sont souvent très imagées, que ce soit pour les personnages ou les lieux. On visualise très bien Estelle, ou le café de Jules Boilard, ou le boudoir de la Duchesse, par exemple. Oui, il y a un effort notable pour créer une expérience visuelle, sensorielle même. Les descriptions ne sont pas juste fonctionnelles, elles sont là pour construire l'atmosphère, pour affiner la caractérisation des personnages ou des lieux. C'est très travaillé. Et les dialogues. Ils sont souvent très vifs, pleins de sous-entendus, ils révèlent bien les tensions entre les personnages. Mais ce qui m'a aussi marqué, c'est qu'on a souvent accès aux pensées des personnages, à leur monologue intérieur. Mhm. On est dans la tête de Simone, qui angoisse, de Gouvieux, qui est tiraillé par son amour, de Martin Majeur, qui observe et déduit, même de Farog, qui planifie ses coups. Oui, cette technique du monologue intérieur ou du discours indirect libre, elle est cruciale ici. Elle crée une proximité psychologique très forte avec les personnages, même avec les antagonistes d'ailleurs. Ça permet d'exposer leurs dilemmes, leurs peurs, leurs stratégies. Ça les rend plus complexes,
plus humains, même quand leurs actions sont répréhensibles. Ça renforce vraiment l'immersion et l'empathie, ou en tout cas la compréhension de leur motivation. Et tout ça semble s'enchaîner à un rythme très soutenu. Beaucoup d'actions, de rebondissements. Comment le récit fait-il pour maintenir un tel niveau de suspense? Là, ça devient vraiment intéressant de décortiquer la mécanique, je trouve. Ah oui, la mécanique narrative elle est redoutablement efficace. Elle repose sur plusieurs piliers en fait. D'abord, les révélations partielles. On n'apprend jamais tout d'un coup. L'information est fragmentée, souvent ambiguë, ce qui nous force à spéculer. On est toujours un peu dans le flou. Exactement. Ensuite, il y a l'usage systématique de ce qu'on appelle des cliffhangers ou des fins de segments ouvertes. Une question cruciale reste sans réponse, un personnage est en danger imminent. C'est le fameux à suivre, implicite ou parfois même explicite, qui donne envie de lire la suite immédiatement. Et tous ces éléments de mystère dont on parlait, ils jouent aussi un grand rôle là-dedans, j'imagine. Ces codes, ces signaux, cet objet comme la moitié d'anneau. Absolument. Ces éléments, ils intriguent, ils nous poussent à échafauder des hypothèses. Le langage conventionnel utilisé par Mirabel, la signification de certains objets, tout ça crée une couche supplémentaire de mystère à résoudre en parallèle de l'intrigue principale. Et puis, il y a autre chose d'important. La narration change souvent de point de vue. Ah oui, Oui, on suit tantôt Mirabel, tantôt Estelle, tantôt Martin, Major. Ça permet d'avoir une vision plus large des événements. Mais chaque perspective reste limitée, incomplète. Le narrateur omniscient, s'il y en a un, choisit délibérément de ne pas tout nous dire. c'est une façon de manipuler un peu notre perception en quelque sorte, de nous faire ressentir l'incertitude des personnages. Exactement. En ne nous donnant qu'une partie de l'image, le récit nous place dans une position similaire à celle des personnages qui cherchent la vérité. Il nous engage activement dans la résolution des mystères. D'accord. Et si on relit tout ça, si on prend un peu de recul, on voit bien comment chaque élément, la structure, les personnages, le style, les techniques narratives, tout est orienté vers un but principal: créer et maintenir un suspense maximal Pour fidéliser le lecteur. pour fidéliser le lecteur sur la durée. C'est vraiment l'art du feuilleton porté à un haut niveau d'efficacité. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Si on essaie de rassembler un peu les pièces de ce puzzle narratif, on a quoi? Une ambiance électrique, un mélange très savant de crimes, de mystères, de drames personnels aussi. Oui. On a des personnages forts, très souvent définis par leurs secrets, leurs identités multiples, qui sont engagés dans une lutte complexe entre le bien et le mal, mais c'est pas toujours si simple. Non, c'est rarement simple. Et puis, on a une narration qui est conçue comme un véritable moteur à suspense, très visuelle, très rythmée, pleine de mystères et de révélations distillées avec soin. C'est une excellente synthèse. Et je pense que pour les personnes qui nous écoutent et qui s'intéressent à la façon dont les histoires nous captivent, l'analyse de ces extraits est riche d'enseignements. Hmm. On voit concrètement comment la fiction populaire utilise des archétypes pour créer des figures qu'on reconnaît tout de suite, comment elle joue avec l'information pour créer du suspense, comment elle utilise le décor, l'atmosphère pour renforcer l'immersion. C'est une belle illustration de ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie narrative en fait. Et qu'est-ce qui explique selon vous l'attrait durable de ce type de récit? Même si les codes peuvent nous paraître un peu datés parfois aujourd'hui. Je crois que ça tient beaucoup à l'exploration de thèmes qui sont universels et qui continuent de nous fasciner. La nature de l'identité, par exemple, la puissance des secrets, la lutte éternelle entre l'ordre et le chaos, la quête de vérité dans un monde qui nous semble souvent opaque. Oui, c'est vrai. Ces histoires, avec leurs héros ingénieux et leurs criminels charismatiques, leurs poursuites haletantes et leurs révélations stupéfiantes, elles touchent à notre besoin fondamental de résolution, de compréhension, et en même temps, elles nous offrent une évasion palpitante. La mécanique est peut-être ancienne, comme vous dites, mais elle fonctionne toujours aussi bien. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant sur les rouages de cet univers. C'était une exploration vraiment stimulante. Avec plaisir. Et peut-être pour conclure, une petite réflexion que m'inspirent ces textes. Ces récits qui sont si foisonnants d'intrigues et de personnages masqués, ils nous rappellent peut-être à quel point l'identité et la vérité peuvent être fluides. Pas seulement dans la fiction d'ailleurs, mais aussi dans la perception qu'on a des autres dans notre propre monde. La question qu'on peut se poser, c'est: jusqu'à quel point les apparences façonnent-elles notre jugement et notre compréhension de la réalité?